La famille Moretti fonctionnait selon un principe simple, plus on parlait fort, plus on était important, et moi, Jeanne Moretti, je n'avais jamais été bruyante. Ma grand-mère, Rosa Moretti, était une force de la nature, immigrée de Sicile en 1965 avec son mari, Carlo, pour s'installer à Lyon, commençant avec rien, Carlo travaillant dans le bâtiment et Nonna Rosa faisant des ménages, mais au moment de ma naissance, ils avaient bâti quelque chose de remarquable, un portefeuille de 12 petits immeubles locatifs dispersés dans Villeurbanne et les quartiers ouvriers environnants. C'étaient des bâtiments modestes, solides, rien de luxueux, mais des investissements fiables qui généraient des revenus réguliers, et en 2015, le portefeuille valait environ 3,2 millions d'euros et rapportait 22 000 euros par mois en loyer. Grand-père Carlo est décédé quand j'avais 8 ans, et après cela, Nonna Rosa a tout géré elle-même, encaissant les loyers, s'occupant de l'entretien, gérant les locataires difficiles, car à 75 ans, elle était plus vive et plus dure que des gens ayant la moitié de son âge. La famille supposait que les propriétés seraient divisées équitablement entre ses 3 enfants, mon père Vincent, mon oncle Marc et ma tante Françoise, et à travers eux, éventuellement à nous, les petits-enfants. Ma sœur Sophie supposait certainement qu'elle était l'enfant chéri de la famille, belle, extravertie, mariée à un entrepreneur prospère, avec 2 enfants, une maison avec piscine à Écully et le genre de vie qui faisait rayonner de fierté les grand-mères italiennes. Ensuite, il y avait mon cousin Thomas, le fils de l'oncle Marc, qui travaillait dans la finance à la Défense, conduisait une BMW et parlait constamment d'opportunités d'investissement et d'effets de levier. Ma cousine Marie, la fille de tante Françoise, avait épousé un chirurgien, vivait dans une immense bâtisse bourgeoise dans les Monts d'Or et postait constamment sur Instagram à propos de sa vie bénie. Et puis il y avait moi, 28 ans, célibataire, professeur d'anglais certifié dans un collège de banlieue gagnant 2 200 € par mois, vivant dans un petit T2 à Lyon et conduisant une Renault Clio vieille de 9 ans, la petite fille calme et sans histoire qui ne causait jamais de problème et ne se faisait jamais remarquer. Lors des réunions de famille, je m'asseyais au bout de la table pendant que Sophie, Thomas et Marie tenaient la cour, parlant de leur rénovation, de leurs vacances aux Maldives, de leur réussite, et les adultes hochaient la tête fièrement, posant des questions, célébrant leur succès. Quand quelqu'un se souvenait de me poser des questions sur mon travail, c'était toujours avec un ton légèrement apitoyé, toujours dans l'enseignement. C'est bien, mais ça ne paie pas beaucoup, n'est-ce pas? J'ai appris très tôt à être invisible, car c'était plus facile que d'être constamment comparé à mes cousins plus prospères et jugé insuffisante, mais Nonna Rosa me voyait différemment. Alors que tout le monde gravitait autour des petits-enfants plus bruyants et plus voyants, grand-mère remarquait celle qui était calme mais qui était vraiment présente. Je lui rendais visite tous les dimanches après la messe, pas parce que je voulais quelque chose, mais parce que je l'aimais, et nous nous asseyions dans sa cuisine en buvant un café si serré qu'il pouvait réveiller les morts, et elle me racontait des histoires sur la Sicile, sur la construction d'une vie en France, sur la survie et la réussite grâce à la détermination pure. Quand j'étais à l'université, luttant avec mes frais de scolarité et travaillant 2 jobs à temps partiel, grand-mère m'aidait discrètement, non pas avec des prêts, mais des dons, me disant avec son fort accent que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever en me glissant des billets dans la main. Quand j'ai obtenu mon CAPES et mon poste d'enseignante, c'est elle qui m'a aidé avec la caution de mon premier appartement, me disant de ne pas le dire aux autres car ils n'avaient pas besoin de tout savoir. À mesure que grand-mère vieillissait, c'est moi qui ai commencé à l'aider avec les propriétés locatives, d'abord en l'accompagnant simplement pour percevoir les loyers, puis en gérant les petites réparations, et enfin en gérant les communications avec les locataires. En 2016, je co-gérais essentiellement l'ensemble du portefeuille tout en travaillant à temps plein comme enseignante. Sophie visitait peut-être une fois par mois, Thomas et Marie venaient pour les vacances et les anniversaires, faisant un grand spectacle, apportant des cadeaux coûteux, prenant des photos pour les réseaux sociaux avec les mémés, mais ils n'étaient pas là pour le chauffe-eau qui a éclaté à 2 heures du matin, ils n'étaient pas là pour l'expulsion difficile d'un locataire, ils n'étaient pas là pour les réclamations de la taxe foncière ou les sinistres d'assurance ou les 100 petites crises qui accompagnaient la gestion de 12 immeubles. J'étais là à chaque fois. Début 2018, grand-mère m'a demandé de la retrouver au bureau de son notaire, et je pensais qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour comprendre des papiers juridiques sur les propriétés, mais au lieu de cela, je suis entré dans une réunion qui allait tout changer. Jeanne, a dit grand-mère en me tenant la main à travers la table de conférence, je ne rajeunis pas et je dois m'assurer que ces immeubles aillent à la bonne personne. J'ai immédiatement répondu qu'ils devraient être divisés entre papa, oncle Marc et tante Françoise, car c'était juste, mais grand-mère m'a interrompu, ses yeux noirs perçants, en disant « Laisse-moi te parler de justice, ton père pense que ces immeubles sont un plan de retraite qu'il peut liquider, ton oncle veut tout vendre pour investir dans une combine dont son idiot de fils n'arrête pas de parler,
et ta tante pense qu'ils sont indignes d'elle maintenant qu'elle a déménagé dans les monts d'Or. Elle a serré ma main plus fort en ajoutant que j'étais la seule à comprendre ce que ces bâtiments étaient vraiment, pas seulement des investissements, mais des foyers pour des familles de travailleurs. L'héritage qu'elle et grand-père avaient construit de leurs propres mains. Son notaire, un homme sérieux nommé Maître Robert Durand, qui travaillait avec grand-mère depuis 20 ans, a fait glisser des documents sur la table pendant que grand-mère annonçait « Je te transfère les 12 propriétés par une donation partage immédiate et irrévocable, ce qui signifie que tu les possèdes maintenant, pas à ma mort, tu les géreras, tu les protégeras. » J'ai regardé les papiers, le cœur battant, en disant que la famille ne pardonnerait jamais cela, mais elle a répondu avec un léger sourire que la famille n'avait pas besoin de le savoir pour l'instant, que les actes seraient enregistrés mais que nous laisserions les autres continuer à faire leur plan jusqu'à ce qu'ils apprennent la vérité le moment venu. Pas de mais, a-t-elle dit fermement, je t'observe depuis des années, ma chérie, tu es présente, tu travailles dur, tu te soucies de ces immeubles et des gens qui y vivent, alors que ta sœur y voit des signes euros et tes cousins des actifs à revendre, toi, tu y vois une responsabilité et un don. Maître Durand a expliqué la structure juridique, une donation en pleine propriété effectuée immédiatement signifiait qu'une fois signée, elle ne pouvait être annulée ni modifiée, grand-mère conservant un droit d'usage sur son propre domicile, mais tout le reste passant sous mon contrôle total. Nous avons signé les papiers en mars 2018, les 12 actes de propriété ont été transférés, tout a été déposé au service de la publicité foncière, totalement légal et public si quelqu'un prenait la peine de vérifier, mais grand-mère m'a fait promettre de ne rien dire à personne, me conseillant d'observer comment ils me traitaient quand ils pensaient que je n'aurais rien, car cela me montrerait qui ils étaient vraiment. Alors j'ai observé, et ce que j'ai vu a confirmé tout ce que grand-mère soupçonnait. Pendant les 5 années suivantes, j'ai vécu 2 vies complètement différentes, publiquement, j'étais Jeanne Moretti, l'enseignante modeste avec un petit appartement et une vieille voiture, le membre de la famille pour qui les gens avaient de la pitié lors des rassemblements, celle qui n'avait jamais vraiment fait grand-chose de sa vie, mais en privé, je possédais un portefeuille immobilier de 3,2 millions d'euros générant 22 000 euros de revenus locatifs mensuels, soit 264 000 euros par an de revenus bruts, et après les dépenses, la taxe foncière, les assurances, l'entretien, je dégageais environ 165 000 euros net par an. J'aurais pu démissionner de l'éducation nationale, acheter une voiture de luxe et une grande maison pour narguer tout le monde, mais au lieu de cela, j'ai continué à enseigner parce que j'aimais ça, j'ai gardé mon petit appartement parce qu'il me suffisait, j'ai gardé ma vieille voiture parce qu'elle roulait bien, et j'ai réinvesti chaque centime des revenus locatifs dans les propriétés. Je les ai rénovées une par une, nouvelle cuisine, salle de bain modernisée, peinture fraîche, isolation aux normes, je n'ai pas fait du cache-misère, j'ai fait du travail de qualité qui durerait, le genre de rénovation que grand-père Carlo aurait approuvé. J'ai augmenté les loyers progressivement pour atteindre les prix du marché mais en restant juste, j'étais une bonne propriétaire, réactive, raisonnable, ferme quand c'était nécessaire mais jamais cruelle, et mon taux de rétention des locataires était supérieur à 80%, ce qui est extraordinaire dans ce domaine. J'ai appris, j'ai étudié la gestion immobilière, l'investissement, le droit des locataires, j'ai suivi des cours en ligne de comptabilité et de finance, je suis devenue une experte dans un domaine qu'aucun de mes cousins bruyants et frimeurs ne pouvait comprendre, le travail silencieux et patient de la construction d'une véritable richesse. En 2023, la valeur du portefeuille avait atteint 4,1 millions d'euros et le revenu locatif mensuel était de 26 000 euros, j'avais entièrement remboursé les crédits restants sur 2 des immeubles, augmentant mon revenu net mensuel à environ 195 000 euros par an. Mais pour ma famille, j'étais toujours la pauvre Jeanne l'institutrice, Sophie me montrait des photos de sa rénovation de cuisine à 18 500 euros, entièrement financée par des crédits qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, en me disant avec sympathie que je devrais essayer de trouver un meilleur travail, que l'enseignement est noble mais ne paie pas les factures. Thomas parlait de son portefeuille d'actions et de ses investissements en crypto-monnaie, proposant avec condescendance de m'aider à investir, disant que même avec un salaire de prof, je pourrais construire quelque chose, et je souriais, hochais la tête et ne disais rien. Le point de rupture est arrivé lors de la fête du 80e anniversaire de grand-mère en juin 2023, où toute la famille s'est réunie, 40 personnes entassées dans une salle des fêtes louée avec un traiteur italien, un DJ et tout le bruit et le chaos habituel de la famille Moretti. Grand-mère était assise à la table d'honneur, l'air fatigué mais heureux, j'avais passé la matinée avec elle, l'aidant à se préparer, m'assurant qu'elle avait ses médicaments et qu'elle était à l'aise, tandis que Sophie est arrivée avec 1 heure de retard, un énorme bouquet de fleurs et une mise en scène élaborée pour les photos. Thomas a porté un toast sur l'héritage familial et l'honneur de notre matriarche, et Marie a posté 17 photos sur Instagram avant même l'arrivée des amuse-bouches. Pendant le dîner,
j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. L'oncle Marc parlait à mon père et à tante Françoise à la table voisine, disant doucement que maman vieillissait et qu'il devait commencer à planifier la transition des propriétés, ce à quoi papa a répondu qu'ils devraient se réunir juste tous les trois pour voir comment diviser les choses équitablement, 12 propriétés en 3 parts, 4 chacun, gardant les meilleures et vendant les autres pour récupérer du cash. Oncle Marc a suggéré d'impliquer Thomas car il avait l'expérience de la finance pour maximiser la valeur. Il planifiait la succession de grand-mère à sa fête d'anniversaire alors qu'elle était assise à 6 mètres de là, et je n'étais même pas mentionné, ni comme héritière, ni comme gestionnaire des propriétés depuis des années, ni même comme une personne pouvant avoir une opinion, j'étais invisible. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai appelé Maître Durand depuis le parking pour lui dire qu'il prévoyait de diviser les propriétés et qu'ils allaient bientôt l'annoncer. Et quand il m'a demandé si j'étais prête pour la découverte de la vérité, j'ai admis que non mais que cela n'avait pas d'importance car cela devait arriver. 3 semaines après l'anniversaire de grand-mère, j'ai reçu un SMS dans le groupe familial annonçant une réunion de famille, dimanche 6 août, 14 h chez Françoise, présence de tous les adultes requises, discussion importante sur la planification du patrimoine familial. Mon estomac s'est noué, c'était le moment, j'ai immédiatement envoyé un SMS à Maître Durand pour lui dire que ça arrivait et lui demander s'il pouvait être là, ce à quoi il a répondu qu'il attendrait dans sa voiture à l'extérieur. Le dimanche est arrivé, chaud et humide, et j'ai conduit jusqu'à la maison de tante Françoise dans les Monts d'Or, traversant des quartiers où je pouvais me permettre de vivre mais où je choisissais de ne pas le faire. Sa villa était magnifique, jardin paysager, peinture fraîche, le genre de maison qui hurlait dont on a réussi. À l'intérieur, la famille était réunie, papa, oncle Marc, tante Françoise, Sophie et son mari, Thomas, Marie et son mari médecin, même certains des plus jeunes cousins qui venaient d'avoir 18 ans, mais grand-mère Rosa était notoirement absente, tante Françoise disant d'un ton dédaigneux qu'elle se reposait et que cette discussion ne la concernait pas. Nous nous sommes réunis dans le grand salon formel où tante Françoise avait imprimé des ordres du jour et Thomas avait apporté un ordinateur portable avec une présentation PowerPoint pour diviser le patrimoine de ma grand-mère de son vivant. Merci à tous d'être venus, a commencé l'oncle Marc, se tenant devant la salle comme s'il présidait un conseil d'administration, expliquant que nous étions là pour prendre des décisions importantes sur l'avenir des propriétés familiales car maman a 80 ans et ne peut pas gérer 12 immeubles éternellement. Thomas a ouvert son ordinateur portable en disant qu'il avait fait une analyse complète du portefeuille, cliquant sur une diapositive montrant les 12 immeubles avec adresse et valeurs estimées, totalisant environ 4,1 millions d'euros. Il avait fait ses devoirs et je sentais une boule froide se former dans mon estomac. Voici ce que je propose, a poursuivi Thomas, nous divisons les propriétés équitablement entre les 3 frères et sœurs, Vincent, Marc et Françoise, 4 immeubles chacun, et au sein de chaque groupe, nous gardons les plus performants et vendons les autres pour distribuer des liquidités. Sophie a immédiatement dit que cela avait du sens car certains préféreraient de l'argent liquide plutôt que de gérer des locataires, et Thomas a convenu qu'il avait déjà parlé à un courtier en immobilier commercial, ce qui m'a fait demander calmement, « Attends, tu as déjà mis en vente les propriétés de grand-mère » Tout le monde s'est tourné vers moi comme s'ils avaient oublié ma présence, et Thomas a répondu avec une patience exagérée que c'était juste de la due diligence, mais quand j'ai demandé si grand-mère était au courant. Tante Françoise a balayé ma question de la main en disant qu'elle était vieille et fatiguée et qu'il savait ce qui était le mieux. Papa a ajouté avec un léger agacement que c'était une distribution équitable qui nous reviendrait finalement, à nous les petits-enfants, et Sophie s'est penchée vers moi avec une fausse sympathie, disant qu'il savait que j'avais aidé grand-mère avec des bricoles et qu'il pourrait peut-être me payer pour mon temps, comme des frais de gestion. Quelle générosité, ai-je dit d'une voix neutre, avant que ma sœur ne déclare haut et fort qu'ils avaient divisé les 12 propriétés et que je n'étais pas invité à la discussion, le groupe murmurant son approbation. J'ai regardé autour de la pièce, mon père qui m'appelait à peine, mon oncle qui ne m'avait jamais remercié, ma tante qui méprisait les immeubles ouvriers, ma sœur qui visitait à peine grand-mère, et mes cousins calculant leur richesse future, et pas un seul n'avait demandé l'avis de grand-mère ni considéré qui faisait le travail. J'ai sorti mon téléphone, souri et demandé doucement, est-ce que quelqu'un a vérifié le cadastre ou les hypothèques depuis 2018 ? La pièce est devenue silencieuse, des visages confus se sont tournés vers moi, l'oncle Marc a demandé sèchement quoi, mais je n'ai pas répété, j'ai juste envoyé un SMS à Maître Durand. 30 secondes plus tard, la sonnette a retenti, tante Françoise s'est levée agacée, mais je suis allé ouvrir moi-même et Maître Robert Durand se tenait là dans un costume parfaitement taillé avec une mallette en cuir. Il s'est présenté comme l'avocat de la famille Moretti et est entré dans le salon où ma famille était figée dans la confusion. Il a posé sa mallette, l'a ouverte et a déclaré qu'il y avait des malentendus sur la propriété et le contrôle des biens, et quand on lui a demandé qui il était, il a répété son rôle et a sorti un dossier épais.
En mars 2018, a dit Robert d'une voix calme et dévastatrice, Madame Rosa Moretti a exécuté une donation transférant les 12 propriétés locatives à sa petite-fille Jeanne Moretti, le transfert a été immédiat et en pleine propriété. Le silence fut absolu, puis explosif, Thomas criant que c'était impossible, mais Robert a continué calmement en sortant les 12 actes notariés datés du 12 mars 2018, chacun dûment enregistré. Ça ne peut pas être légal, a hurlé Sophie, elle ne peut pas tout donner sans nous le dire, mais Robert a rétorqué qu'elle en avait tout à fait le droit et que c'était fait par acte authentique. Tante Françoise a craché que grand-mère était probablement sénile et que je l'avais manipulée, mais Robert, le visage glacial, a précisé qu'elle avait été évaluée par 2 médecins certifiant sa compétence mentale. Il a ensuite sorti les relevés de gestion, de plus, voici 5 ans de dossier de gestion, déclaration fiscale montrant Jeanne Moretti payant toutes les taxes foncières, les assurances, les travaux. Les preuves s'empilaient, j'avais payé plus de 400 000 € de taxes et investi 280 000 € en rénovation. Papa est devenu blanc en réalisant que je possédais ces immeubles depuis 5 ans sans rien dire, et j'ai expliqué calmement que grand-mère m'avait demandé de ne rien dire pour voir comment il me traiterait. Sophie a hurlé que j'étais une menteuse manipulatrice qui avait volé leur héritage, mais j'ai répondu avec une voix d'acier que je n'avais rien volé, que j'avais gagné ce que grand-mère m'avait donné par 5 ans de travail qu'il n'avait même pas remarqué. Robert a lu mon journal de gestion, 47 rénovations, 23 expulsions gérées légalement, 312 urgences dont 14 après minuit, demandant à Thomas combien d'appels d'urgence il avait géré. Oncle Marc a accusé cela d'être un abus de faiblesse, mais je me suis levé, fatigué d'être assise, et j'ai demandé où ils étaient tous ces années-là, demandant à Sophie quand elle avait vu grand-mère pour la dernière fois sans que ce soit une fête, à Thomas combien de fois il avait offert d'aider, et à Marie si elle savait même où étaient les immeubles. Grand-mère savait, ai-je dit, elle savait que vous vendriez tout pour payer vos dettes et financer vos styles de vie. Tante Françoise a protesté, mais j'ai sorti mon propre dossier révélant les 67 000 € de dettes de carte de crédit de Sophie, les pertes en bourse de Thomas et le procès pour faute professionnelle du mari de Marie. Le chaos a éclaté, mais Robert a sorti un dernier document révélant qu'en 2019, quelqu'un avait retiré 28 000 € des comptes de grand-mère par petit retrait avec son code secret, et que l'argent avait fini sur le compte de Thomas. Thomas a bégayé que c'était pour aider Mémé, mais Robert a demandé les reçus, menaçant d'impliquer le procureur. J'ai regardé Thomas avec dégoût, l'accusant de voler sa propre grand-mère tout en me traitant de manipulatrice. J'ai demandé à Robert si nous avions fini, et il a distribué ses cartes de visite en disant que toute contestation serait coûteuse et vouée à l'échec. Je suis parti en disant à mon père dévasté qu'ils s'étaient fait ça à eux-mêmes en me traitant comme une invisible et grand-mère comme un compte en banque, ajoutant que la famille, c'est ceux qui sont présents. Je suis allé directement chez grand-mère qui m'attendait avec du café, et quand je lui ai dit qu'il savait, elle a dit bien. Mon père l'a appelée en pleurant pour qu'elle annule la donation, mais elle lui a dit que c'était irrévocable et qu'il devait respecter ses choix s'il voulait une relation avec elle. L'implosion de la famille fut spectaculaire, Thomas a remboursé l'argent pour éviter la prison mais a été exclu par son père, Sophie m'a bloqué partout, et tante Françoise a menacé de procès avant d'abandonner face aux preuves de Maître Durand. J'ai continué à gérer les propriétés, le portefeuille a atteint 4,3 millions d'euros, et grand-mère est décédée paisiblement 3 mois plus tard. Aux funérailles, l'ambiance était glaciale, mais ma jeune cousine Lucie, 18 ans, m'a approché au cimetière pour me dire qu'elle pensait que Nana avait fait le bon choix car elle avait vu que j'étais la seule à vraiment passer du temps avec elle. 2 ans plus tard, j'ai ouvert mon agence Moretti Gestion Immobilière au rez-de-chaussée d'un des immeubles, gérant mon patrimoine de 4,8 millions d'euros et celui d'autres propriétaires, générant 240 000 € de revenus nets annuels. J'ai quitté l'enseignement mais j'ai créé une bourse pour les étudiants, et Lucie est devenue mon assistante. Papa a essayé de se réconcilier 1 an après la mort de grand-mère, suggérant que je partage les revenus avec Sophie qui galérait, mais j'ai refusé, lui rappelant les paroles de grand-mère sur la loyauté et lui disant de ne me rappeler que pour s'excuser sincèrement. Le mois dernier, j'ai acheté un 13e immeuble, et en planifiant les travaux, je n'ai eu aucun regret, car grand-mère m'avait appris que la loyauté et la présence se méritent, et que savoir faire la différence était le véritable héritage. C'était un mardi pluvieux de novembre, environ 6 mois après l'achat de mon 13e immeuble, quand le téléphone du bureau a sonné, affichant un numéro que je n'avais pas vu depuis des années, celui de ma sœur Sophie. J'ai hésité, regardant Lucie qui triait des factures à son bureau de l'autre côté de la pièce, son regard interrogateur croisant le mien, mais j'ai fini par décrocher, m'attendant à des reproches ou à une nouvelle tentative de manipulation émotionnelle de la part de notre père. Au lieu de cela, j'ai entendu des sanglots, le genre de pleurs brisés et désespérés qu'on ne peut pas simuler, même quand on est aussi doué pour le théâtre que Sophie.
Ils ont saisi la maison. Jeanne, a-t-elle fini par articuler entre deux hoquets? Les huissiers sont là, ils changent les serrures. Pierre a déposé le bilan il y a 2 mois et ne m'a rien dit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La maison avec piscine à éculis, le symbole ultime de sa réussite et de sa supériorité présumée, n'était plus qu'un souvenir, englouti par les dettes et les apparences qu'il ne pouvait plus financer. Elle m'appelait depuis sa voiture, garée dans la rue avec ses 2 enfants et quelques valises, parce que ses amis du club de tennis et des soirées mondaines avaient soudainement cessé de répondre à ses appels dès que la nouvelle de la faillite s'était répandue. « Je ne te demande pas d'argent » a-t-elle dit, sa voix tremblante d'une humiliation palpable, mais maman et papa n'ont pas de place pour nous 4 dans leur appartement, et Thomas vit dans un studio depuis qu'il rembourse ses dettes. Tu as des appartements vides, n'est-ce pas? Juste pour quelques semaines, le temps qu'on se retourne. J'ai fermé les yeux un instant, revoyant le visage méprisant de Sophie lors de cette réunion de famille, m'expliquant que je devrais trouver un vrai travail, mais j'ai aussi revu grand-mère Rosa, qui ne laissait jamais personne dormir dehors, même ceux qui l'avaient déçue. Passe au bureau, ai-je dit calmement, je ne promets rien, mais on va regarder ce qui est disponible. Quand elle est arrivée 1 heure plus tard, elle ne ressemblait plus à la fille en or de la famille, sans maquillage, les yeux gonflés, vêtue d'un jogging, elle avait l'air vieillie de 10 ans. Lucie lui a servi un verre d'eau sans dire un mot, conservant une distance professionnelle qui m'a rendu fier. J'ai sorti un dossier de mon tiroir et je l'ai posé devant elle, j'ai un T3 libre au 2e étage de l'immeuble rue Gambetta, c'est propre, rénové, mais c'est simple, pas de marbre, pas de piscine, et le quartier est populaire. Sophie a hoché la tête frénétiquement, prête à accepter n'importe quoi. Cependant, ai-je continué en durcissant le ton, ce sera un bail standard, tu paieras le loyer du marché, soit 850 € par mois, charges comprises, je veux un dépôt de garantie, et si le loyer est en retard de plus de 5 jours, la procédure d'expulsion commencera comme pour n'importe quel autre locataire. Elle m'a regardé avec incrédulité, comme si elle s'attendait à ce que la famille signifie la gratuité, mais elle a vu dans mes yeux que la Jeanne paillasson n'existait plus. Je n'ai pas de quoi payer la caution tout de suite, a-t-elle chuchoté. Alors demande à papa ou à tante Françoise, ai-je répondu, s'ils veulent t'aider, c'est le moment de sortir le carnet de chèques au lieu de donner des leçons. Elle a fini par signer le bail 2 jours plus tard, l'oncle Marc ayant payé la caution à contre-cœur, grommelant que j'étais sans cœur de faire payer ma propre sœur, ce à quoi j'ai répondu que j'étais au contraire très professionnel de lui fournir un toit quand personne d'autre ne le faisait. Voir Sophie emménager dans l'un de ces immeubles ouvriers qu'elle jugeait indignes d'elle quelques années plus tôt était une leçon d'ironie que même le destin n'aurait pas pu mieux écrire. Au cours de l'année suivante, la dynamique a encore changé, Pierre, son mari, a trouvé un emploi salarié modeste dans le bâtiment, et pour la première fois de sa vie, Sophie a dû apprendre à gérer un budget strict. Je la croisais parfois quand je venais inspecter les parties communes, elle baissait les yeux, murmurait un bonjour timide, et rentrait vite chez elle. Elle n'était plus la reine de la famille, juste une locataire parmi d'autres, et curieusement, cela semblait lui faire du bien, la débarrassant de cette pression constante de paraître parfaite. De mon côté, les affaires continuaient de prospérer, j'avais racheté un petit local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin pour y installer une boulangerie artisanale, diversifiant encore mes investissements. Lucie a obtenu son diplôme et je l'ai officiellement nommée associée junior, lui donnant une petite part des bénéfices pour qu'elle puisse commencer à bâtir son propre patrimoine, exactement comme grand-mère l'avait fait pour moi. Un soir de Noël, 3 ans après la mort de grand-mère, j'ai reçu une carte de vœux dans ma boîte aux lettres, une simple carte avec une photo des enfants de Sophie devant le sapin dans leur petit appartement de la rue Gambetta. Au dos, il y avait juste écrit « Merci de nous avoir traités comme des locataires et non comme des mendiants, c'est la seule dignité qu'il nous restait. Sophie. » J'ai posé la carte sur le manteau de ma cheminée, à côté de la photo encadrée de grand-mère Rosa buvant son espresso. J'avais enfin compris que la plus grande victoire n'était pas l'argent, ni même les immeubles, mais la capacité de rester fidèle à ses principes quand le monde autour de vous s'effondre ou vous encense. La famille Moretti ne serait jamais unie comme dans les publicités, les cicatrices étaient trop profondes, mais nous avions trouvé un nouvel équilibre, froid, fonctionnel, et surtout, honnête. J'ai pris une gorgée de mon café, regardant par la fenêtre les toits de Lyon sous la neige, sachant que quelque part, dans l'une de ces maisons, grand-mère souriait en voyant que la petite fille silencieuse avait non seulement